Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et ça continue encore et encore. Et nous sommes d'accord. Non, c'est pas Francis Cabrel. C'est Philippe Pascot. Alors, Philippe Pascot, vous savez qu'on l'avait reçu et toujours on le reçoit avec plaisir parce que Philippe Pascot, c'est un chien truffier. Et je dis ça comme effectivement en compliment. C'est un compliment parce qu'il va chercher. Et il a commencé à faire ce que d'ailleurs tous les journalistes devraient faire. Il a commencé en 2014 avec un livre qui s'appelait Délit d'élus. Délit d'élus, évidemment les délits, les élus. Alors il a commencé comme ça en donnant des noms. Il a continué avec Pilleurs d'État. Ces deux livres ont été des best-sellers. Et puis il a continué du Gredon et les plumes, Pire de vie, Mensonge d'État, Abstention piège à con, Les silences crient le pouvoir du pire. Et là, il sort aux éditions Max Milo, Pilleurs d'État, encore et encore. Alors Philippe Pascot, d'abord, est-ce que deux reproches qu'on peut vous faire, en tout cas ceux qui ne vous connaissent pas, ne vous aiment pas, vont dire oui, encore une fois, c'est du populisme outrancier, ils prétendent que tous sont pourris ou presque, et deuxièmement, est-ce que vous n'êtes pas un peu fatigué de vouloir assécher le marécage avec une cuillère à café et même pas une cuillère à soupe? Parce que ça fait 10 ans que vous dénoncez. Et je dis simplement aux éditeurs, parce qu'il faut lire les livres de Pascot, parce qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère, c'est le cas de le dire, et surtout, il n'a eu qu'un procès en 10 ans de bouquin. Donc, il étaye. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu fatigué de reprendre tout ça? Alors, je suis fatigué le soir, et puis le lendemain, je recommence, parce que moins on se sert de la démocratie, plus elle s'use. Moins on dénonce les choses, plus quelque part il s'augmente en France. Et si personne ne dénonce la mafia qui est en train de se mettre en place, elle va s'installer de façon durable. Nous sommes dans des pays où on peut encore un peu dire ce qui va pas. Donc il faut le faire. Moins on le fera, plus les taux se resserrent. Alors justement, attendez, vous parlez de mafia, mais vraiment mafia, c'est le terme qu'il faut employer. C'est fort, mafia, quand même. Depuis quelque temps, je parle de mafia, c'est clair. Il y a une mafia qui s'installe en France. Il y a plein de choses qui se de mafia qui s'installent, qui sont en train de plus en plus grotter, gagne de plus en plus d'argent, et en gros il y a une corruption endémique qui est en train de se mettre en place, avec des lois qui favorisent ces gens-là. Je dis bien qui favorisent ces gens-là. Et moi je peux pas ne pas le dire, je ne peux pas ne pas l'écrire, en sachant que quand je l'écris, tout est factuel. Vous le disiez tout à l'heure. Vous avez tout vérifié? Je vérifie tout 3 fois. J'ai eu un seul procès, c'était de ma faute, j'ai fait une erreur, j'ai attribué une condamnation à quelqu'un et c'était pas la sienne. Procès en diffamation, je l'ai payé très cher. C'est un procès qui m'a quand même coûté 50 000 €. Donc j'ai plus été condamné que Jean-Marie Le Pen sur le point de détail, et j'ai plus payé que ce que le roi de Monaco a récupéré sur un de ses procès. Donc ils voulaient pas me louper, ils m'ont pas loupé. J'assume. Un procès sur les 1800 noms que j'ai mis. Aujourd'hui, si les gens ne se réveillent pas, la mafia s'installe en France. Alors, on va en parler juste après cette petite pause et on va inventorier, justement, on va prendre des exemples parce que vous dites loi, corruption, etc. Votre livre fourmille d'exemples et c'est ça qui est intéressant. Et de preuves. Si on veut savoir, bien sûr, et de preuves. Et on va en parler tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Et toujours André plus Berkov. que jamais avec Philippe Pascot, Pilleurs d'État encore et encore, qui vient de paraître aux éditions Max Milo. Et effectivement, d'ailleurs, vous le savez, si vous voulez savoir à quelle sauce vous serez mangé ou vous l'avez été, et sous quel ciseau vous allez être tondu ou pas, eh bien vous appelez 0826 300 300, 0826 300 300. Alors, Philippe Pascot, rentrons dans le vif du sujet, parce que vous allez fort quand même de café, vous dites mafia, vous dites corruption. Votre livre fourmille d'exemples, mais je voudrais que vous me donniez comme ça, tout de suite, parlons d'un ou deux exemples qui vous ont particulièrement frappé. Je parle du nouveau livre. Je vais vous donner un exemple bien précis. Par exemple, en 2018, c'est pas vieux. Non. C'était juste après une élection qui avait eu lieu en mai 2017. Eh bien, en 2018... Mais 2017, les présidentielles. Oui, 2017, mais 2017, vous tombez bien, c'est juste ça. Donc le gouvernement, en 2018, donc à peine un an après l'élection présidentielle, d'accord ? Tout à fait. Il y avait plus de 56% des ministres qui avaient eu affaire avec le fisc et la justice.
56%. Presque 60%. Vous voulez dire des ministres du gouvernement? Des ministres du gouvernement Macron. Il n'y a jamais eu autant de gens mis en examen, ayant eu des problèmes avec la justice, ayant eu des problèmes avec le fisc, qui nous gouvernent. Est-ce que c'est normal? Des gens qui nous demandent d'être propres, d'être intègres, etc., n'est pas un copec sur eux à ce sujet-là. Eh bien, on en est là aujourd'hui. Alors, justement, vous le dites en début de votre livre, il n'y a pas de loi qui dise que ne peuvent pas exercer la fonction ministérielle quelqu'un qui a n'aurait pas un casier judiciaire vierge. Je suis bien placé pour le savoir, c'est moi qui ai mis en place la pétition pour que les élus aient un casier judiciaire vierge pour se présenter. J'ai référencé en 2013 396 métiers où on exige un casier judiciaire vierge pour travailler. Si vous n'avez pas un casier vierge, vous ne pouvez pas travailler. Il y a même des métiers aujourd'hui où vous êtes obligé de le présenter tous les ans. Tous les ans. Avocat, pompier, ambulancier, femme de ménage, maintenant presque, ça, il faut un casier vierge. Pour travailler dans une mairie, André, il vous faut un casier vierge. Pire, si vous êtes fonctionnaire et condamné, délit grave, hein, pas le permis de conduire, hein, pas une bêtise sur la route, hein, on peut vous renvoyer de la fonction publique et vous supprimer votre retraite. Par contre, pour diriger la mairie, il n'y a pas de problème, vous pouvez avoir un casier chargé. C'est quand même inadmissible et pour être conseiller municipal, par exemple. Ah, mais sans problème. Alors on me dit, oui, mais tu comprends, si jamais on met cette loi en place, ils vont nous condamner exprès. On change, mais alors dans ces cas-là, les enfants, pourquoi pour travailler, il faut un casier vierge et pas pour être élu? Expliquez-moi la différence. Et si vraiment vous voulez, mettez-le sur votre bulletin de vote. Condamné pour détournement d'argent et on verra pour qui les gens votent. Aujourd'hui, c'est innommable en France qu'un élu soit condamné alors que pour travailler, il faut un casier vierge. Et alors par rapport à 2018, est-ce que la proportion, vous pensez, reste la même aujourd'hui? Nous sommes en 2025. Non, mais il y en a plus. Sous le gouvernement Hollande, j'avais référencé 30% des élus, entre 30% des ministres qui avaient eu affaire au fisc ou à la justice. Aujourd'hui, 30%, ouais. 30%. Hollande, hein, je trouvais ça déjà pas mal. Eh bien, sous Monsieur Macron, on en est à plus de 60%. Est-ce que c'est normal? Des gouvernements de Macron successifs, vous voulez dire. Plus de 60% des ministres qui nous gouvernent, qui nous donnent des ordres, qui nous disent comment on doit faire, ont affaire avec la justice ou le fisc. Comment ça se fait que ces gens-là, je vais dire une bêtise, un garde des Sceaux achète une super voiture, etc. à Monaco, dans des conditions plus que sulfureuses, entre guillemets, et je n'irai pas plus loin, la justice est au courant des noms, des qui ont donné de l'argent, quand c'est passé par Monaco, comment il a payé une certaine somme en liquide, etc., etc. Il n'y a pas de suite. Ou alors, comment ça se fait? Ministre certain, un ministre certain, mais qui fait du théâtre en ce moment. Ouais. Mais je trouve ça fou. Toi, tu as le malheur de détourner, entre guillemets, ou d'oublier de déclarer sur tes impôts 50 €. Tu te retrouves avec des agios, on frappe à ta porte, c'est tout juste si le GIGN n'est pas chez toi à 6 h du matin. Cette personne-là oublie de déclarer 300 000 €. 300 000 €. Mal. C'est sûr que pour ces gens-là, 300 000 €, c'est de l'argent de poche. Eh bien, pas de problème. C'est un petit oubli. Pardonnez. Aujourd'hui, il y avait responsable et pas coupable. Eh bien, il y a coupable et pas responsable. Et pas responsable, oui. Mais comment il se fait Si ça, c'est pas malhonnête, excusez-moi. Ouais, mais alors, Philippe Pasco, comment il se fait que personne n'ait pensé, vous avez fait une pétition là-dessus, mais personne n'ait pensé, selon les législateurs, enfin, après tout... Mais le pire, André, c'est que la loi a été votée. Cette loi du casier judiciaire vierge pour les élus. Oui, elle a été votée le 1er février 2017 à l'ensemble des députés présents. Et qu'on me dise pas que c'est pas vrai, j'ai participé à la conception de cette loi avec le sénateur Cabanel et une députée qui s'appelait Coste, je sais pas quoi. La loi a été faite pour que les élus aient un casier judiciaire vierge. Elle a été votée à l'unanimité de tous les présents le 1er février 2017. Elle est dans un casier au Sénat pour une deuxième lecture. Je peux vous donner le nom du casier, la pile où elle est. Depuis 2017, elle n'est toujours pas sortie du casier. Il suffit qu'un seul groupe politique du Sénat. Vous voulez dire que ça a été voté par l'Assemblée et pas par le Sénat, et c'est enfermé dans une... C'est dans un casier au Sénat. Donc elle existe, cette loi-là. Et en plus, M. Macron et M. Bayrou, à qui j'en veux beaucoup, puisque c'est eux qui ont complètement évacué cette loi-là, pourraient très bien s'en servir. Mais ils nous disent que c'est pas constitutionnel. Alors, c'est pas constitutionnel d'avoir un casier. Je vous donne l'excuse de M. Bayrou. Alors, on va refaire toute l'histoire. Mars 2017, il y a un dénommé Julien qui vient me voir, qui était dans l'équipe de travail, de campagne de M.
Macron. Il me demande de lui faire une petite note sur le casier judiciaire vierge pour être élu. Ouais. J'avais fait une note pour Nicolas Dupont-Aignan, j'avais fait une note pour mon copain Jean Lassalle, j'avais fait une note pour Asselineau, j'en fais une pour le candidat Macron. Pas de problème. Il l'inscrit à son programme, page 27. Ah, c'est dans le programme présidentiel de Macron, oui, d'accord. 2017, page c'est intéressant 27. à rappeler, Tout ouais. élu devra avoir un casier judiciaire vierge. Putain, j'étais content. Je me dis, ça y est, ils en parlent. Attendez, écoutez, hein. Au débat à 11 personnes, ils en parlent devant des millions de personnes à la télé, et ils citent même mon nom. Je dis, ça y est, ça va repasser, c'est bon. Deuxième tour arrive. Le même Julien vient me revoir entre les deux tours. Il dit, attends Philippe, on est bien embêté, hein, on ne pourra pas le passer, cette histoire de casier judiciaire vierge, parce que Bayrou n'est pas d'accord. J'ai répondu à Julien, casse-toi, tu diras à ton mec c'est un menteur, et maintenant je le traite de menteur systématiquement. Et je le dis, monsieur Macron, sur le casier judiciaire vierge, vous êtes un menteur, faites-moi un procès. Depuis, ces gens-là mentent. Et ils veulent pas le casier judiciaire vierge. Ils veulent pour tout le monde, sauf pour eux. Aujourd'hui, tu es comptable, entre guillemets. Tu voles de l'argent, on te condamne et on t'interdit de travailler dans une c'est la profession, bien sûr. Un élu, non. Il est condamné avec notre argent. Sur l'argent qu'il a détourné, et ben il peut continuer gentiment à être élu. Moi, ça me rend complètement fou. Je ne comprends pas que les élus. C'est un système de caste. C'est une caste. C'est un système intouchable dans l'autre genre de. Continuons la corruption. De toute manière, nous, on morflera jamais. Ouais. C'est inadmissible dans un pays que je juge encore un petit peu démocratique, en France, quoique on en avait parlé tous les deux, on n'est pas encore en dictature, on n'est plus en démocratie, on est en démocrature. Oui, on a parlé de sa démocrature. Alors je voudrais continuer quand même sur les exemples, d'autres exemples, puisque Philippe Pasco, je reviens à cette histoire de mafia. Bon, alors il y a les élus, on a parlé des élus, et justement, puisque votre livre d'ailleurs, c'est ce que vous appelez les pilleurs d'État, mais les pilleurs d'État, c'est aussi ceux qui profitent de l'argent de l'État, ce capitalisme de connivence. Je vais vous donner un exemple bien précis sur des gens qui, quelque part, devraient payer des amendes et qui, en fin de compte, ne les payent pas. Et c'est légal. Il y a ce qu'on appelle en France le plaidé coupable. C'est génial, le plaidé coupable. Hein. Donc, vous êtes pris les mains dans le sac, vous êtes pris les mains dans la corruption, vous êtes dénoncé, preuve à l'appui, comme ayant fait des choses pas légales, et ben on vous propose de faire un plaidé coupable et de réduire considérablement ce que vous avez à payer. Je vous donne un exemple bien précis qui s'appelle Monsieur Arnaud, que tout le monde connaît bien, qui donc a été pris la main dans le sac, etc., etc., devait payer une superbe amende, je ne sais plus, qui se chiffrait de mémoire, hein. Alors je ne sais plus si c'est Arnaud Bolloré, 1 milliard d'euros d'amende. Légalement, ce qui est marqué dans la loi, tu as fait ça, c'est 0,3%. Attention, c'est sûr, parce que vous êtes sûr de vous, parce que sinon, il y a des procès, là. Non, c'est dans mon livre. D'accord. C'est dans mon livre, donc les chiffres exacts sont dans Pilleurs d'État, allez voir. Ils devaient être condamnés à des amendes énormes par rapport aux 3 ans de bilan de leur société. Et en fin de compte, je crois qu'il a payé à des deux 12 millions d'euros. J'ai une autre personne qui était un marchand d'art, qui lui était condamné à 90 millions d'amendes. Pour ne pas avoir payé les impôts qu'il fallait. Pour avoir fait de l'optimisation fiscale pas légale, pour avoir etc., etc. Et ben, à la finale, il s'est retrouvé à payer 33 millions. Au lieu de 90 millions. Ouais. Milliards, 12 millions d'euros. Et avec ce plaidé coupable, entre guillemets, non seulement vous êtes plus condamné juridiquement pour votre société, mais il n'y a plus de poursuite pénale non plus. Oh mais toutes les poursuites pénales s'arrêtent à ce moment-là. C'est génial. Ouais. Nestlé a bénéficié de ça sur une de ses affaires, plaidé coupable. Le plaidé coupable, aujourd'hui, on s'en sert pour effacer la corruption de certaines personnes bien placées. Et ça, c'est pas normal, parce que le petit, lui, il n'y a pas droit. Hein. Ouais. Le petit, lui, si jamais il fait une erreur, etc., le petit patron de PME, s'il fait un truc, etc., lui, il y va. Et lui, il n'a pas de plaidé coupable. Lui, il paye plein pot. Donc, il perd sa société, sa femme le quitte, ses enfants, il ne peut plus les mettre à l'école, etc. Je n'arrive pas à comprendre que la loi ne soit pas la même pour tout le monde. Et c'est pour ça que je l'écris dans mes livres. Moi, j'ai les dessous des cartes. J'ai les chiffres. Et les chiffres sont dans les livres. Et les chiffres sont factuels. Moi, j'invente rien. Alors justement, Philippe Pasco, comment vous travaillez? C'est intéressant de savoir, parce que 85% de mes informations comment vous avez trouvé les informations en milieu ouvert. 85%. Vous voulez dire, quiconque veut prendre la peine et le temps de travailler là-dessus, elles sont là. On peut encore aujourd'hui. Ça devient de plus en plus difficile. Non, mais on peut encore aujourd'hui
par exemple, si moi ou autre, ou quelqu'un qui nous écoute et qui dit je vais creuser ça, il peut le faire. Il faut aller chercher sous la table. Bien sûr. Il faut aller chercher, lire les petits alinéas. Je vais vous en donner un, tiens, que les gens ne lisent pas assez. Oui, donnez. Sur, par exemple, vous savez qu'en 2035, on peut plus construire de voitures thermiques. Oui, exact, oui, absolument. Ils vont peut-être repousser à 2036. Hein. Ouais. Mais bon, comme d'habitude. Ou 40. Par contre, quand vous lisez le texte de loi jusqu'au bout, ce que moi j'adore faire, il y a un petit alinéa qui exempte de non-construction de voitures thermiques les constructeurs de voitures à moins de 10 000 exemplaires. D'accord. Ça y est, ça parle ? Des voitures de collection. Voilà, Maserati, Rolls-Royce, ça. Eux auront toujours le droit d'avoir du thermique et de faire du bruit. Le peuple, non. Le peuple, en 2035, mais il faut l'alinéa est là, moins de 10 000 exemplaires. Ouais. C'est dans la loi. Et qui valent 400 000 euros ou 300 000 euros. C'est dans la loi. Et c'est là où je dis que la corruption, elle est là, elle est dans la légalité maintenant. Je vais vous en donner un autre. Allez, allons-y. C'est cadeau. Fillon, ça vous parle ? François Fillon. Alors, on va parler du vol par ruse, qui est un truc. Le vol par ruse, à un moment donné, à un moment de l'affaire Fillon, ils ont voté une loi en catastrophe qui, en plus, est passée pour une bonne loi. Le vol par ruse, aujourd'hui, était, par exemple, il y avait 10 ans de prescription. Ouais. Je faisais un vol par ruse en 2000, je le découvrais. C'est quoi le vol par ruse ? Le vol par ruse, c'est quand vous volez en truandant sans que les gens le sachent. D'accord. C'est par ruse. Faut dissimuler, d'accord. Quand vous faites des faux, on peut mettre plein de choses dedans, mais ils appellent ça par ruse. Donc il y avait 10 ans de prescription à partir du moment où on découvrait les faits. D'accord ? J'ai fait un vol par ruse en 2000, je le découvre, puisque c'est par ruse, en 2010. J'avais jusqu'à 2020 pour la prescription. D'accord. Donc ça laissait le temps aux enquêteurs de chercher, de trouver des preuves. Et bien ils ont posé une loi où ils ont dit, alors maintenant le vol par ruse, c'est 12 ans de prescription. Et c'était avant ? Attends, les gens se sont dit 10 ans avant, 12 ans maintenant, c'est vachement bien. Sauf que quand vous lisez le texte, c'est 12 ans de prescription quand les faits sont découverts, à partir du moment où les faits ont été commis. Je me réexplique. D'accord, oui. 2000, je fais un vol par ruse. 2010, je le découvre. Avec les 12 ans de prescription, je n'ai plus que jusqu'à 2012. J'ai 2 ans. Tu n'as plus que 2 ans au lieu de 10. Mais ils ont annoncé partout que c'était 12 ans. Et les gens ont gobé. Et ça, pour moi, c'est de la corruption passive. C'est de la corruption légale. Parce que ça veut dire qu'il y a plein d'affaires dont on ne peut plus. On ne peut plus aller chercher vraiment. Les enquêteurs n'ont plus le temps, ils n'ont plus que 2 ans. Et quand un vol par ruse, par définition, tu ne le découvres pas tout de suite. Et bien ça, c'est une loi officielle maintenant. En fait, c'est que vous, ce que vous avez fait, c'est de lire les lois jusqu'au bout. Et puis leurs conséquences. Par alinéa. Et puis leurs conséquences. Et on peut parler de la loi qui vient de passer sur les ZFE. Les zones fortement excédées. Oui. Et donc, vous n'avez plus le droit d'y aller que 10 fois par an et encore. Mais c'est pire que ça, 24 fois par an avec un petit mot. Alors maintenant, il faut que je fasse un mot, etc., pour pouvoir me déplacer pour aller voir ma grand-mère qui est malade à Paris. Non mais c'est un truc de fou. Mais il y a pire que ça. C'est une loi antisociale et je me demande d'ailleurs si je ne vais pas porter plainte. Parce qu'en fin de compte, vous n'avez plus le droit de vous servir que des critères 2. D'accord ? Si vous avez une critère 3. Or, par exemple, à la Courneuve, il y a 90% des gens qui sont en critère 3. Ils sont mal. 90% de la population, oui, c'est les pauvres. C'est des pauvres. Donc ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas 28 000 euros pour acheter une voiture. Voilà, ils n'ont pas de critère 2, ils ne peuvent pas acheter une voiture électrique, etc., etc. Mais le pire, c'est que du coup, si vous avez une critère 3 et que vous êtes obligé d'acheter le critère 2, vous ne pourrez même plus vendre votre critère 3 puisque personne n'en voudra. Eh oui, bien sûr. Donc ça, c'est un effet derrière que les gens n'ont pas compris. Les effets pervers de. C'est un truc de fou. Et moi, je sais sais creuser ce genre de choses. Et personne ne s'en rend compte. Mais alors, justement, Philippe Pasco, vous dites, on nous a dit que tout ça allait changer. C'était ça en sous-titre sur la couverture de votre livre. Et aujourd'hui, c'est pire. Mais c'est pire. Mais qu'est-ce qui est pire ? C'est-à-dire que le système n'a pas du tout changé en 10 ans. Mais ils nous mentent depuis 2017. Est-ce que la sécurité sociale va mieux ? Non. Est-ce que les retraites, ça va mieux ? Non. Est-ce que les prud'hommes, ça va mieux ? Non. Est-ce que la justice, ça va mieux ? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas 5 millions de personnes qui font la queue pour manger ? Demandez aux banques alimentaires. Et on me dit que ça va mieux depuis 2017 ? Mais il est ruisselé où l'argent ? Et les SDF devaient disparaître. Mais oui, et puis on ne devait pas toucher aux retraites, et puis etc., etc. Mais il y en a des tonnes comme ça. Et moi, j'ai fait l'inventaire. Il n'y a rien de positif.
qu'est-ce qui est Il positif? n'y a pas, attendez, entre 10 ans, au moment de pire d'État, numéro 1 et délit d'élu, et aujourd'hui, vous n'avez pas trouvé, franchement, une seule mesure positive, tout gouvernement confondu, André, qui a amélioré le sort. Citez-moi une. Allez, on commence à chercher, hein. Oui, faudrait, ouais. Non, mais comme ça... Comme ça, il n'y en a pas. Par contre, dans l'inverse, il y en a un paquet. Comment ça se fait aujourd'hui qu'il y a des gens qui gagnent le SMIC et qui dorment dans leur voiture? Alors qu'on m'a dit que ça allait mieux. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a des retraités qui sont de plus en plus obligés de prendre un deuxième, voire un troisième travail? Parce qu'ils n'ont pas assez de leur retraite. Alors qu'il y a de l'argent. Alors que j'ai cru comprendre que pendant la pandémie, le CAC 40 avait explosé. Les bénéfices avaient explosé. J'ai cru comprendre quelque part que les bénéfices de M. Arnault, de M. Bolloré ont aussi explosé. Je veux qu'on m'explique. D'un côté, il y a un gros paquet d'argent pour quelques personnes, élus compris, et de l'autre, il y a tout le peuple qui crève de faim de plus en plus. Oui, mais alors attendez, est-ce que vous ne rentrez pas dans le truc? Alors, ils disent, oui, voilà, bon, ok, faites payer les riches. Faites payer les riches, mais vous le savez très bien, c'est une autre discussion, que les riches, ils auront toujours les moyens de partir ailleurs, de s'implanter ailleurs, et que l'État, lui, il grossit de plus en plus. Oui, je suis désolé. Je suis désolé, quand la politique, c'est un petit peu avoir des coronesses. Alors, les gens, quel que soit le gouvernement politique, n'ont aucune coronesse. Vous voulez partir? Partez, les enfants. Partez. C'est quoi cette sempiternelle chantage à l'emploi? Si jamais vous me donnez de l'argent, je vais supprimer les emplois. Il y a un moment donné, il faut taper sur la table. Non, vous savez, il y a l'économie quand même. Mais l'économie, je veux bien, mais on n'est plus dans l'économie. On est dans l'excès. La différence qu'il y a entre ceux qui crèvent de faim et ceux qui gagnent beaucoup d'argent, il y a un juste milieu. Moi, tu es riche, tu as bossé comme un malade. J'ai un de mes enfants qui est millionnaire. Il bosse comme un fou, c'est normal qu'il gagne beaucoup d'argent. Mais entre beaucoup et trop, il y a quand même une différence. Et gagner beaucoup d'argent pendant que dans la rue, il y a des gens qui crèvent de faim, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai pas envie d'avoir un pays comme il y a dans certains pays, où tu vois des super immeubles avec des piscines, et quand tu regardes dehors, il y a des favelas. Bien sûr. Les gens qui crèvent de faim, sans eau, sans électricité. Eh bien, on s'y dirige en France. C'est vrai que, justement, Maud Koffler, qui travaille avec moi sur l'émission, me dit qu'en 2022, 9,1 millions de personnes en France vivent sous le seuil de pauvreté. Oui. Mais de plus en plus de gens ne peuvent plus acheter de viande, et de plus en plus de personnes ne savent pas le 5 du mois comment ils vont faire pour finir leur frigo. Et ça, il y a de l'argent. Ça, c'est pas un phénomène de société, c'est pas un phénomène économique. C'est bien qu'il y a quelques personnes qui font des lois, qui font de l'économique uniquement à leur profit. Oui, mais vous avez raison, mais en même temps... et je suis pas communiste, hein. Non, mais je sais, mais c'est quand même intéressant. Je les respecte. Et vous avez le droit d'être communiste. Hein, vous avez le droit d'être ce que vous voulez. Souvent, c'est ce que disent les gens d'en face. Non, mais Philippe Pasco, c'est pas une question de gens d'en face, c'est que c'est intéressant. Vous parlez des pilleurs d'État, mais dites-moi, des tas d'agences, et vous le savez, des agences d'État qui reçoivent des dizaines de millions, des centaines de millions, elles pillent l'État, qui ne servent à rien. Certaines, je ne parle pas de tout, je ne vais pas généraliser. Vous prêchez un convaincu. J'ai pas parlé de McKinsey, j'ai pas parlé d'un tas de gens, etc. Je trouve ça bizarre. Mais même des ARS et compagnie, du Conseil d'État économique et social, etc. D'accord. Alors, il faut savoir qu'autour des pilleurs d'État, il y a ce qu'on appelle des courtisans. Il y a ce qu'on appelle des gens qui sont là et qui vivent des miettes de ces choses-là. Et quelles miettes? Et des grosses miettes pour certains. Ouais. Et c'est vrai que le système n'est pas fait pour taper sur ces gens-là. Je dis toujours, moi, un élu aujourd'hui qui se fait condamner, il a des circonstances atténuantes. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe tout élu, droite, gauche confondu, qui se fait... Alors, il y a une grande différence. Les petits élus, eux, morflent grave quand ils se font prendre. Les enfants, mais les grands élus, non. J'ai même découvert, et je le mets dans mon livre, que l'inéligibilité est à variable constante selon les élus. Par exemple, les sénateurs, et il y en a un qui vient d'être condamné à une inéligibilité, qui s'arrête juste avant l'élection. Comme ça, il peut se représenter. Selon que vous serez puissant et misérable, du jugement de cour. Et encore une fois, je le mets dans mes livres, je mets dans Pilleurs d'État les condamnations de certains élus et de certains grands commis économiques. Ce qu'ils ont fait et à ceux qu'ils sont condamnés. Et dans la page d'après, je mets le même nombre de condamnés, mais chez des petits. Chez quelqu'un, par exemple, qui avait détourné 1 centime d'euro dans le supermarché. Un centime, vous exagérez. Je pèse mes mots, c'est dans mon livre.
1 centime d'euro. 1 centime d'euro, il a fait une erreur de caisse de 1 centime d'euro, il a été licencié sans préavis, rien du tout. 1 centime. Un caissier. Oui, 1 centime. Je mets les condamnés. Quelqu'un qui a volé 2 bananes et 3 tablettes de chocolat. Je mets à combien eux ont été condamnés. Eh bien, la justice en France, c'est ça. Donc je dénonce ce genre d'injustice qui est pas logique. Pourquoi un type qui vole 3 bananes et 2 tablettes de chocolat est condamné à 5 mois de prison, et un type qui s'appelle un ancien Premier ministre, qui a fait des choses beaucoup plus graves, et je le mets aussi dans le livre, il est condamné avec 2 mois avec sursis. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Eh ben non, on peut pas m'expliquer. Parce que ce que j'écris est factuel. Ouais, comme un qui peut devenir président du Conseil constitutionnel et autres et mais autres. Mais c'est fou. Mais par exemple, je peux vous parler aussi du bracelet électronique. Je l'ai mis dans un de mes bouquins. Comment ça se fait qu'il y a une élue du Midi de la France qui avait un bracelet électronique au pied et qui pouvait venir voter à l'Assemblée quand elle voulait. Avec son bracelet électronique. Avec son bracelet électronique. Ce que je dis est factuel. Et après, quand vous creusez, parce que là aussi j'ai creusé, j'ai cherché à comprendre pourquoi. C'était à une époque où la gauche et la droite étaient un peu bis-bis à l'Assemblée quand il y avait des votes. Et elle venait toujours avec le vote d'une procuration de quelqu'un. Donc elle avait 2 voix. Et des fois, les trucs passaient à 2 voix. Et bien bizarrement, elle pouvait venir à l'Assemblée nationale avec son bracelet électronique au pied. Expliquez-moi. Le moindre petit mec qui est condamné, lui, il a un bracelet électronique, il n'a pas le droit de faire plus de 50 mètres de chez lui. Expliquez-moi pourquoi la loi n'est pas la même pour tout le monde. Expliquez-moi pourquoi les juges ont tant de dossiers à étudier, parce qu'on tape sur les juges. Mais les juges, ils n'en peuvent plus aujourd'hui. Ils ont tellement de dossiers à étudier qu'ils ne peuvent pas tous les faire. Donc, ils bâclent. Donc, ils bâclent. Oui, mais alors là, on vient à la question des moyens, etc., etc. Oui, je le mets aussi. Oui, je sais que vous en parlez. Mais en fait, dites-moi, est-ce que... est-ce que vous n'êtes pas aussi de parti pris en disant oui d'accord, faisons payer les riches et pourquoi pas effectivement et diminuons les inégalités. J'ai pas dit faisons payer les riches, faisons-les contribuer un peu plus raisonnablement. Oui, ben ça veut dire faisons payer les riches. Oui, mais moi je suis pour que les riches restent riches. Ouais. Les riches, c'est celui qui travaille, c'est celui qui a les idées, c'est celui qui fait travailler. Vous n'êtes pas pour que tout le monde soit au même niveau. Georges Marchais, c'est bon, au-dessus de 10 000 euros, je prends tout. Non, on n'en est pas là, j'en suis pas là. Mais aujourd'hui, on arrive dans des... C'est Mélenchon, ça. Non, c'est Georges Marchais. Georges Marchais, mais Mélenchon, il est pas mal. Mélenchon, il est pareil aussi. D'ailleurs, vous en parlez juste un mot. Vous avez une grande... je le connais depuis 40 ans, Mélenchon. Ah ben c'est clair, on était dans le même département et il m'a bien allumé à un moment donné parce que je vais oser présenter des gens contre lui, quoi. Donc Mélenchon, c'est le roi de la tolérance à sens unique. Donc, et moi, je le connais depuis 40 ans, puis pas me la faire à l'envers, quoi. Donc, oui, parce que vous avez été, je rappelle, conseiller municipal, vous avez été élu, conseiller régional, président de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur toute l'île de France. Les élus, je les ai fréquentés, je les connais. Et je n'ai jamais mis les doigts dans la confiture. Oui, parce que ça aurait été un peu embêtant, ça. Mais j'aurais pu. On m'a proposé des pots de vin, on m'a proposé un tas de choses. Je n'en ai jamais profité. Un élu, c'est fait pour servir, pas pour se servir. Un élu, c'est déjà bien payé, entre guillemets. Il n'a pas besoin de trucs. Pas dans les petites communes, quand même. Pas dans les petites communes. Pas dans les petites communes aujourd'hui. Mais ça s'est quand même grandement amélioré. Par rapport à avant. Ah oui. Et puis encore une fois, les gens le savent pas. Mais par exemple, sur une commune, un maire peut répartir entre tous les conseillers l'argent des indemnités mensuelles. Il y a des maires qui le font, et il y a des maires qui ne le font pas et qui prennent tout pour eux. Et c'est au gré du maire. C'est au gré du maire, ça se vote en conseil municipal, on décide de donner un petit peu du gâteau à tous les conseillers. Il y a plein de maires qui font pas et qui se gardent la main. Mais par exemple, comme les conseillers ne le savent pas, ils viennent bosser bénévolement, les pauvres, et sans doute c'est souvent ceux qui bossent le plus. Maintenant, ils le sauront. Ils ont écouté Pasco, ils le sauront. On se retrouve avec Philippe Pasco, pilleur d'État, encore et encore, juste après cette petite pause. Écoutez, vous en apprendrez beaucoup. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. On nous pille, parce que pilleur d'État, c'est nous, Philippe Pasco, pilleur d'État, aux éditions Max Milo. Je crois que nous avons des auditeurs, j'imagine. Il y a 2 auditeurs, Chantal de Bastia pour commencer. Bonjour Chantal. Bonjour André, bonjour à Philippe Pasco que j'adore. Merci Chantal. J'aime beaucoup ce que vous faites. Alors, je ne suis pas tout d'accord avec vous, mais j'aime beaucoup, vous êtes très pertinent. Alors moi, je voudrais quand même quelque chose qui me chiffonne. Bon déjà, il faut savoir que c'est les lois, c'est les législateurs, donc ils ne vont pas voter des lois contre eux-mêmes. Ah, c'est clair. Voilà. C'est pour ça que ça vient aux choses dans le Sénat. Deuxièmement, concernant les riches, on baisse les impôts sur la société et plus de niches fiscales et plus de subventions. M.
Monsieur Arnaud, il s'est gavé dans les années 80 grâce aux socialistes. Il touche encore de l'argent pour le Parisien, les Échos. Hein, on donne des subventions à la presse écrite. Enfin, oui, toute la presse, oui. 16 millions par mois pour chacun des journaux, y compris ceux qui tirent à 10 000 exemplaires. Exactement. Ouais. Presse écrite, hein, pas les autres. Presse écrite, oui. Voilà. Pas Sud Radio, hein. Non, Bref. pas Sud Radio. Non, pas du tout. Je bien la presse écrite et pas toute la presse écrite. Par contre, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que les électeurs, ils se renseignent un peu sur leurs élus. Parce que c'est quand même eux qui les élisent. Donc, s'ils veulent avoir des escrocs dans leur mairie, dans leur circonscription, alors les ministres, c'est pas nous qui les choisissons. Certes, mais les députés, les sénateurs non plus, c'est pas nous. Mais quand même, les maires, les députés, regardez, Cahuzac qui ose se représenter. Bon, heureusement, il n'a pas été élu. Mais à un moment donné, les Français, réveillez-vous. Si vous voulez des escrocs qui vous représentent, il ne faut pas s'étonner qu'ils nous en tuent, mais je suis poli. Donc, on a ce qu'on mérite, ma chère Chantal. Et oui, non mais en fait, c'est vrai, parlons un peu de nous tous, hein, de ceux qui élisent. La démocratie meurt quand on ne s'en sert pas, Chantal. Et aujourd'hui, les gens s'en servent de moins en moins. Mais tout est fait pour que les gens n'aillent pas voter. Tout est fait pour écœurer les gens. On s'est fait avoir par la droite, on s'est fait avoir par la gauche, on s'est fait voir par un type qui se prenait pour Kennedy, qui était avec une petite dame un peu plus âgée que lui. Les gens ont plus envie d'aller voter. Et comme rien n'est fait pour que les gens aillent voter, ils vont pas voter. C'est une grosse erreur. Aujourd'hui en France, la moyenne des élections globales sur quelqu'un qui se fait élire avec 1 à 2 électeurs sur 10, pas plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a à peine 20% par rapport aux inscrits de gens qui vont voter. Allez voter. Et si vous ne savez pas pour qui voter, votez blanc. Donc vote obligatoire pour vous. Moi je suis pour le vote obligatoire. Ouais. Il y a 96 pays au monde où il y a le vote obligatoire. Je dis pas que c'est mieux, je dis qu'on ferait un pas de plus vers une démocratie saine. C'est clair. Alors je crois que nous avons... Un deuxième appel de Philippe de Caen. Oui, bonjour Philippe. Bonjour André, bonjour Monsieur Philippe Pasco. Bonjour. Alors bravo pour votre travail, je vais acheter votre livre. C'est gentil, je connais l'auteur. Oui, je ferai un constat et je vous poserai une question. Allez-y. Bon, le constat, pour moi, le problème majeur, ce sont les conflits d'intérêts. On prend les premiers ministres, Juppé, Raffarin, de Villepin. Effectivement, comme disait l'auditrice avant, nos élus et on va dire nos ministres votent des lois qui les servent après. Je prends un exemple. C'est tous les cabinets d'avocats qu'ils ont créés. Et ils sont devenus eux-mêmes en plus cerise sur le gâteau. Je prends l'exemple de M. Raffarin, un bon conseil pour notre adversaire, la Chine. C'est des renommées, hein, c'est connu. À l'international, en plus, sur nos deniers, puisqu'ils ont suivi un cursus avec nos deniers, ils se permettent tourner kazakh et de nous planter un petit couteau dans le dos. Une question, enfin, pour finir. Oui. Que pensez-vous d'Emmanuel Macron qui a enclenché sa campagne alors campagne personnelle, hein, alors qu'il était encore ministre du budget sous François Hollande. Oui, ça, il n'est pas le premier, mon cher Philippe. Il y a des enquêtes qui sont faites sur ce sujet-là, mais dites-vous bien que c'est de plus en plus difficile à essayer d'enquêter sur les gens qui sont haut placés. Donc il y a des freins, mais c'est vrai qu'il a commencé sa campagne de façon bizarre. Mais faut en parler surtout à M. Hollande, etc., qui à l'époque n'aurait pas dû laisser faire. C'est clair. D'ailleurs, M. Hollande a reconnu ensuite que... il s'était bien fait avoir. Il jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Hein. C'est ça. Mais il n'est pas le seul. Hein, je veux juste vous raconter. Ouais. Je le mets dans Pilleur d'État. Tous les présidents de la République ont truandé sur leur compte de campagne. Tous les présidents vous voulez dire, de la République. Sans exception. Et qu'on ne me dise pas le contraire. Compris, bien tous, sûr. Ouais. Je me répète, tous. Ouais. Et j'ai les preuves. Oui, écoutez... Hein, et eux n'ont pas été déclarés inéligibles. Hein. Ouais. Faut le savoir. Mais au diable l'avarice, en amour, on ne compte pas. Vous le savez très bien. Mais tous, Jean-Marie Le Pen, et le seul qui a morflé sur les élections présidentielles, c'est comment il s'appelait un des tout petits candidats. Un monsieur de 70 ans, je l'adore. Mais lui, par contre, il a été déclaré inéligible. Ah bon, d'accord. Il faudrait se rappeler, non, parce qu'il y a eu beaucoup de petits candidats. Philippe Pasco, juste un mot. Alors,
En fait, il y a deux choses quand même. Parce que nous arrivons, il y aurait beaucoup de choses à dire, et on pourrait passer des heures à effectivement faire l'inventaire des pilleurs d'État. Et il y en a d'autres encore, vous n'avez pas. C'est pour ça que vous ferez d'autres livres là-dessus. Hein. Les pilleurs d'État qui sont effectivement en fonction dans l'État, il y aurait aussi des choses à dire. Mais au fond, est-ce que, franchement, on ne pourrait pas dire aussi que les Français sont aussi responsables, on l'a dit, les gens qu'on mérite. Il faut le dire, parce que... Mais je le dis, je l'écris. Ouais. Tout le monde veut des élus propres, mais pas le sien. Ouais. Parce que tu comprends, le mien, je le connais. Le mien, il me serre la main. Le mien, je le connais depuis 10 ans. Donc arrêtez un élu qui truande, on ne vote pas pour lui, point. Même si c'est ton frère. Oui, mais alors le problème, et je ne vais pas citer tel ou tel, juste dernière question, si j'ai un élu, mettons, municipal qui truande, il a fait des petits ou des pas trop gros tâches, mais il est excellent pour sa ville. Est-ce que je ne devrais pas surmonter ça? Mais oui, il est efficace. Oui, c'est ça. Oui. Balkany, c'est génial, les gens revotaient pour lui. C'est une des villes qui est les plus endettées en France. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Alors après, c'est pas les gens d'aujourd'hui qui vont payer, c'est les gens de demain. Un élu qui truande, il n'a pas le droit, pour moi. Quand quelqu'un truande dans votre entreprise, vous le virez. Quand quelqu'un truande dans une endroit, vous le virez. Donc un élu qui truande, on devrait pouvoir le virer. Et j'ai même allé plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être déclaré inéligible en tant que député, mais si vous êtes élu ailleurs, vous n'êtes pas inéligible. C'est-à-dire si vous êtes élu ailleurs. C'est-à-dire que par exemple, si tu es conseiller municipal, ou etc. Là, non, tu n'es pas inéligible. Tu as été inéligible en tant que député, mais pas en tant que conseiller municipal. Ah d'accord, on sépare les deux. On sépare les deux. Ouais. C'est rare, mais ça arrive. Moi, j'arrive pas à comprendre. Hein. Si tu es inéligible en tant qu'élu, tu es inéligible partout. Eh ben non. Et c'est légal. Hein. Donc, Philippe Pasco, vous allez continuer à traquer les pilleurs d'État. Je vais essayer s'ils ne me tuent pas avant. Mais non. Parce qu'à un moment donné, c'est quand même assez chaud pour eux. Je mets dans mon livre quelque chose de très très grave par rapport au ministère de l'Intérieur, par exemple, où depuis 2015, preuve à l'appui, les ministres de l'Intérieur successifs se servent d'un logiciel à reconnaissance faciale sans l'avoir déclaré à la CNIL. D'accord. Sans l'avoir déclaré à la CNIL. Comment les gens d'État peuvent passer par-dessus les lois qui nous les imposent? Encore, ce sera l'un des sujets du prochain livre. Merci Philippe Pasco, et à vous, auditeurs de Sud Radio, de le lire et puis peut-être de prendre vos décisions. Votez. Vraiment, ne restez pas chez vous.